Dans l'univers de One Piece, il y a beaucoup d'éléments dans l'histoire auxquels nous n'avons pas de réponse concrète, ce qui laisse place à des mystères et à des théories les unes plus folles que les autres. Aujourd'hui, je vous propose de voir 3 éléments de l'histoire qui ont toujours pas de réponse, et parmi lesquels, une sur l'identité d'Im-sama. Mais avant ça, si toi aussi tu veux devenir un vaillant guerrier des mers et débloquer ton acquis des rois, abonne-toi pour avoir plus de contenu One Piece chaque semaine, et de laisser un pouce bleu, objectif 25 pouces bleus. 世界最強と呼ばれたロックス海賊団がその島で壊滅したとニュースが報じたのだ。それがゴッドバレー事件だ。 Il y a 38 ans, un des combats les plus importants de l'histoire a eu lieu, l'incident de God Valley, un combat qui opposa Garp et Roger face au terrible Rox Dick Zebek. Le mystère autour de cet incident est encore plus amplifié puisque le nombre de personnes qui sont au courant et qui connaissent les détails de cet événement se compte sur les doigts d'une main. L'histoire officielle est que les pirates des Rox se sont fixés comme objectif de s'attaquer aux dragons célestes, qui, je le rappelle à cette période, certains d'entre eux vivaient sur l'île de God Valley en compagnie de leurs esclaves. Et de là, plusieurs questions se posent. Pour commencer, qui étaient et que faisaient les dragons célestes présents sur l'île de God Valley? Sachant qu'habituellement ils n'aiment pas se déplacer sur Terre et encore moins quitter la Terre sainte de Marijois, on peut écarter l'hypothèse que ce soit des dragons célestes qui ont commencé à se sentir plus humains. Parce que certes, on a Homing, le patriarche de la famille Don Quichotte, qui lui reste un cas exceptionnel, car contrairement à Saint Myosgard, qui aussi ne se considère plus comme un dieu et dit être redevenu humain, il ne lui est pas venu à l'esprit de descendre et d'habiter sur Terre. Alors que Homing, accompagné de sa femme et de ses enfants, en plus d'aller habiter sur Terre, il a décidé d'abandonner son titre de noblesse, chose qu'il regrettera amèrement compte tenu des événements prévisibles qui auront lieu par la suite. Car après tout, Homing, comme tous les autres dragons célestes, était au courant de l'incident de God Valley. Cet incident a eu lieu il y a 38 ans et comme nous l'indique indirectement Saint Roseward, Homing a quitté Marijois il y a 30 ans, 8 ans environ après l'incident. Donc tous les dragons célestes étaient au courant de l'incident de God Valley qui s'était produit 8 ans plus tôt. Et pour ça, on peut se baser sur l'accident de Saint Myosgard sur l'île des hommes poissons. On est tous d'accord pour dire que son aventure est connue par tous les dragons célestes. Ou bien encore, regardons le coup de poing de Luffy reçu par Saint Charlot. Il est connu par tous les dragons célestes. En bref, n'importe quel danger qui s'approche de près ou de loin d'un dragon céleste est su et connu par tous les autres. Donc le départ de Homing et de sa famille pour aller habiter sur Terre était vu dès le départ par tous les autres comme étant beaucoup trop dangereux au vu des événements de God Valley. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que la famille Don Quichotte est la seule parmi les dragons célestes qui a eu des membres qui se considèrent comme des humains. De ce fait, les Tenryobito qui vivaient sur l'île de God Valley se différencient complètement des Don Quichotte, ce qui laisse penser que les dragons célestes présents à ce moment-là sur l'île n'étaient pas n'importe lesquels et étaient parfaitement au courant à quel point la situation était dangereuse. Mais pour autant, ils n'avaient pas peur pour leur sécurité puisqu'un plan était en marche, celui de se débarrasser de leur plus grande menace, Rox Dick Zebek. Et oui, tout en sachant qu'un pirate du calibre de Roger pouvait bien leur servir. Et ces dragons célestes ne pouvaient être que les 5 doyens, car eux seuls auraient été capables de planifier et mettre en marche un tel plan. Puis bien avant les révolutionnaires, Rox Dick Zebek était la seule personne qui s'intéressait aux affaires du gouvernement mondial. Il a quand même réussi à mettre la main sur l'emplacement des dragons célestes, et ce n'est pas un hasard. Une information bien évidemment confidentielle, mais on peut supposer qu'elle a été futée afin d'appâter Rox pour s'en débarrasser. Et tout comme la collaboration mystérieuse entre Shanks et le Gorosei, il est fort probable que Roger ait fait de même pour servir ses propres intérêts, que ce soit de manière directe, une rencontre avec le Gorosei, ou indirecte, une simple alliance avec Garp, pour pouvoir se débarrasser de son grand ennemi, Rox. En parlant de Rox, une autre question se pose. Qu'est-il devenu à l'issue de ce complot? Car suite à cette bataille, on sait que l'équipage des Rox a été dissous. Dans la version officielle, c'est Garp qui a réussi à les repousser. Mais malgré qu'à cette période sa puissance était à son apogée, il n'aurait pas été capable de le contrer à lui seul. C'est pourquoi il a eu besoin de l'aide d'un pirate tel que Roger. Comme le dit clairement Sengoku, Rox a été l'ennemi le plus puissant que ces deux-là aient jamais affronté. Le problème, c'est qu'on ne sait pas avec certitude si Rox est mort oui ou non, sachant qu'il y a 40 ans, c'était lui qui régnait en maître sur les mers et il a été l'une des plus grandes menaces de son temps pour le gouvernement mondial, puisqu'il avait comme objectif non de devenir roi des pirates, mais le roi du monde, chose qu'il aurait pu réaliser en s'appropriant le siège vacant à Marijois. Donc s'il était réellement mort, le gouvernement mondial l'aurait utilisé pour montrer à toute personne souhaitant se rebeller le sort qui l'attendrait. Tout comme l'exécution en public du roi des pirates, pour montrer que personne ne peut se mettre en travers de leur chemin, même si au final ça a donné plutôt l'effet inverse.
Or que bien au contraire, tout ce qui se rapproche de près ou de loin aux Rocks a été comme effacé de l'histoire. Pourtant, habituellement, le gouvernement mondial n'efface pas l'histoire, mais plutôt la réécrit. Suffit de regarder les victoires de Luffy à Alabasta ou à Dressrosa. Il n'en a jamais directement reçu les crédits, et c'est pour une raison bien précise, utiliser la gloire d'un pirate pour consolider leur pouvoir. Les seules fois où ils ont effacé l'histoire, c'était pour le siècle oublié et l'incident de God Valley. 生まれてこの方一度も眠ったことがねえんだとよ。え、そんな人間いるのか？ Les mystères autour de Barbe Noire sont très complexes. Pour commencer, entre Luffy qui dit de lui qu'il n'est pas seul mais sont plusieurs, et Marco qui dit que son corps a une constitution spéciale, l'acquisition de ces deux fruits du démon reste toujours un exploit inexplicable. L'explication la plus connue et la plus simple est celle qui affirme que Teach aurait mangé le fruit du Cerbère, grâce auquel il peut manger 3 autres fruits du démon. Cerbère, créature mythologique et gardien des enfers, chacune de ces têtes représenterait un fruit du démon d'une catégorie différente. Un Logia, un Paramecia et bien sûr un Zoan. Une autre explication qui se base sur les dires de Marco, Barbe Noire serait en capacité de manger plusieurs fruits du démon, grâce à la constitution particulière de son corps. Il aurait plusieurs estomacs et c'est grâce à cela qu'il peut manger plusieurs fruits du démon. La dernière explication, c'est que puisque grâce à son Yami Yami no Mi, Barbe Noire est capable d'aspirer les fruits du démon de leur hôte pour les réattribuer à d'autres personnes, il serait aussi capable, s'il le souhaite, de garder le pouvoir et l'utiliser pour lui-même. Une explication qui annule les précédentes et qui nous rapprocherait d'une autre qui lirait Barbe Noire à Roxdick Zebek. Dans le livret Road to Loftel, on peut voir un encadré qui met en avant celui utilisant le nom de Xebec, car comme vous le savez, le navire de Barbe Noire s'appelle le Sabre de Xebec, ce qui nous confirme que tout comme Luffy a hérité de la volonté de Roger, Teach a hérité de celle de Xebec. On voit ainsi la ressemblance entre Roger et Xebec qu'on peut calquer sur Teach et Luffy. Suite à sa déclaration sur Jaya, sur les hommes et leurs rêves, on voit la similitude qu'il y a entre Luffy et Teach. Malgré ses actes odieux, Barbe Noire reste un pirate intègre qui croit en ses rêves, tout comme Luffy. Il n'est pas le méchant totalement opposé à ce qu'est Luffy, mais bien au contraire, il lui ressemble dans beaucoup de points. Deux personnes souhaitant conquérir le titre du roi des pirates mais de manière bien différente, tout comme Roger et Xebec. Et ce qui fait la différence entre les deux, c'est les valeurs et les antécédents de Barbe Noire qui font de lui l'ennemi juré de Luffy et le parfait antagoniste. レイリー、聞こえたか？今の声。何言ってる？静かな深海じゃないか。 On sait que Roger avait un don, celui d'entendre la voix de toute chose, ce qui lui permettait par exemple de lire les poneglyphes. Mais comment pouvait-il, d'un objet, tirer des informations qu'il n'était pas censé comprendre? Il est plus ou moins admis qu'il pouvait le faire grâce à un acquis de l'observation surdéveloppée. C'est peut-être vrai, mais si le acquis reste une piste importante, je voudrais quand même m'aventurer sur un sujet qui me semble tout aussi capital, les voix en elles-mêmes. Dans un premier temps, il me paraît nécessaire de préciser un point. Les voix et le haki sont bien évidemment liés, mais ils se distinguent de par leur nature. Ce que nous savons, le haki de l'observation sert à percevoir le premier. On pourrait donc dire qu'à ce stade, que le haki de l'observation serait les pouvoirs permettant de détecter les voix. Deux concepts complémentaires mais également différents. Ce qui est davantage intéressant est l'interaction que pouvait avoir Roger ou même tout autre personnage avec ses voix. Plus précisément avec les choses inanimées. Et ce qui pourrait expliquer un tel phénomène est le Clabertoman. Pour rappel, le Clabertoman est une légende inspirée du folklore des marins de notre réalité, qui serait un elfe protecteur du navire ou même parfois porteur de malchance. Dans One Piece, on part de l'âme d'un bateau qui n'apparaîtrait que lorsqu'il est vraiment choyé par son équipage et pourrait même les prévenir d'un potentiel danger. Cette inspiration a été ajoutée par Oda pour une raison bien précise. En effet, c'était pour préparer le terrain, comme si c'était en vue d'expliquer un concept cité bien plus tard dans le volume 52. De ce fait, quand il nous est dit que toute chose possède une voix, on ne peut s'empêcher de penser au Vogmeri, puisque ce n'est ni plus ni moins la même notion, avec cette volonté de personnifier les objets, où ici la voix est bien sûr l'âme du navire.
On sait qu'avec le haki, l'auteur s'est beaucoup inspiré de la culture japonaise. Or, dans cette culture, le ki existe également en chaque être ou objet, ce qui peut se traduire par toute chose possède une âme. Dans cette approche, on ne peut pas dire que le Clabetterman est un élément isolé. L'âme du bateau, l'âme de toute chose est du pareil au même. Donc s'il est possible de communiquer avec un navire, pourquoi ne pas penser que Roger pouvait faire de même avec n'importe quel objet tel que des poneglyphes, de façon à ce que l'âme ou la voix de la stèle lui raconte d'elle-même ce qui était écrit. Cela paraît assez fou, mais l'exemple du Clabetterman prouve que c'est bien possible. Certes, il y avait des conditions à remplir pour que le Mary se manifeste littéralement, un lien très fort avec son équipage. Les Mugiwara n'avaient donc pas besoin a priori de capacités spéciales telles que le haki de l'observation pour pouvoir l'entendre ou le voir. On peut certainement dire que sa voix était devenue plus forte ou même plus tangible avec le temps, afin d'être accessible à Usopp et les autres. Roger, lui, pouvait tout entendre, des animaux aux objets. Ceci dit, on peut penser qu'avec les poneglyphes, qui sont des vieilles stèles émotionnellement chargées d'histoire, que l'écoute se faisait beaucoup plus facilement, un peu dans le même goût que l'esprit du Mary avec les Mugiwara. Une faculté que l'on peut voir par exemple dans certains récits fantastiques ou même dans les mangas, avec un personnage capable de tout connaître d'un objet rien qu'en le touchant, comme son passé ou tout ce qui lui a été lié. Quand l'on arrive à les décrypter ou non, les poneglyphes habitent en quelque sorte la volonté de leur créateur. Et Luffy dans tout ça, eh bien il est sur les traces du seigneur des pirates, puisqu'il a prouvé qu'avec les monstres marins ou même Azo, qu'il pouvait aussi entendre ses voix, et sera certainement capable d'aider Robin à comprendre la véritable histoire du siècle oublié, au cas où le Rio poneglyphe contiendrait des phrases à double sens. Dans l'équipage, une autre personne semble aussi se rapprocher du don de Roger. Je veux bien sûr parler de Zoro. Le fait qu'il ait pu sentir dans le tome 21 le souffle de l'acier et non une voix à proprement parler, tend peut-être à dire que c'était les prémices d'un éveil. Il n'était peut-être pas encore capable d'entendre distinctement car il venait seulement d'éveiller son pouvoir sensoriel. Par exemple, nous savons que pendant la bataille de Marineford, Kobe venait seulement de découvrir le haki et arrivait par conséquent à sentir toutes les personnes autour de lui. C'est totalement à l'opposé de Zoro, qui dès son éveil en venait à être attentif aux choses inanimées plus qu'aux êtres vivants. Je parle bien de l'éveil du haki de l'observation concernant Zoro à ce moment du récit. Preuve en est contre Dustbone où il arrivait déjà à détecter la présence de son sabre dans les gravats. Mais fait étonnant par contre, Oda avait indiqué que la spécialité de Zoro était celui du haki de l'armement contre celui de l'observation pour Sanji. Certes, nous savons que Zoro aussi maîtrise le haki de l'observation puisqu'il nous l'a démontré à plusieurs reprises, comme lorsqu'il a réussi à détecter la présence de caribous sur l'île des hommes poissons. Un autre détail qui pourrait aussi s'avérer très intéressant, ce sont les sabres. On sait à quel point les grands bretteurs accordent une importance cruciale à ces derniers. Ils sont comme de véritables compagnons pour eux, en plus de leur utilité. On pourrait donc légitimement se demander si une telle affinité peut conduire à quelque chose de similaire au Vogmeri, de sorte qu'il y ait comme une connexion entre le bretteur et la voix de son épée. Nous avons d'ailleurs vu plus tôt que Zoro était capable de détecter celle de son sabre. Cela pourrait aller bien plus loin qu'une simple détection afin de pouvoir là aussi interagir avec l'âme de ces katanas. Et cela pourrait différencier les plus grands escrimeurs des moins bons, c'est-à-dire ceux qui arriveront à écouter leurs armes et qui ne les considéreront pas comme de simples outils, mais bien comme des personnes à part entière. Bon, et ce sera tout pour cette vidéo. C'est vrai que j'ai dit qu'on parlera d'Im-sama, mais ça on se le garde pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez toujours aller voir ma théorie sur Im-sama dont vous retrouverez le lien en description. Sur ce, portez-vous bien, jusqu'à la prochaine, Diana.